En fait, l'être humain, il n'a pas que justement ce rôle de destruction, il peut avoir un rôle de création, de recréation. Ce qu'il a détruit, il peut le refaire. Permaculture, permanent agriculture, agriculture permanente. Qu'est-ce qu'il y a de moins permanent que du maraîchage? Et le problème, c'est que on veut faire du copier-coller partout. Pas forcément, pas exploitant agricole, non, ça c'est sûr. Rien que le mot, c'est pas possible, mais jardinier. Celui qui va accompagner, qui va aider, qui va permettre, qui va créer les conditions pour, tu vois, c'est pas du tout la même relation. Parce que déjà, à partir du moment où ils ont mis des arbres dans les champs, pour moi, c'est gagné. Salut Mathieu Foudral. Salut. Merci de m'inviter ici sur ton lieu Les Escuroux. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu as un centre de formation ici aux Escuroux. Donc tu formes beaucoup de gens à l'agroforesterie, à la Saint-Tropez, au jardin forêt et plein d'autres choses, on va le voir. L'idée c'est qu'on retrace un peu ton parcours pour essayer de comprendre comment tu en es arrivé là et comment tu as pu créer ce magnifique lieu. Tu as écrit aussi le livre Cultiver dans le monde de demain, donc on va pouvoir en parler aussi. Comment tu te présentes pour un enfant par exemple qui te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'aime bien dire que je suis jardinier. Voilà, donc c'est en même temps simple et en même temps ça regroupe énormément de choses, beaucoup plus que simplement buter des patates ou autre. Et pour rigoler, j'aime bien préciser que je suis jardinier-chercheur. Voilà, j'expérimente, je cherche, je m'ouvre et je suis curieux à plein de choses. Et des fois, je trouve des trucs. Trop bien, ok. Est-ce qu'on peut retracer un peu ton parcours? Ouais. Ta jeunesse. Alors, contrairement à pas mal de gens quand même qui sont un petit peu dans ce milieu-là, moi j'ai pas bifurqué entre guillemets, j'ai pas fait une transition, j'ai pas changé d'orientation, j'ai pas une révélation soudaine à 30 ou 40 ans. En fait moi depuis, j'en parlais encore hier, je crois que j'avais 4 ou 5 ans et j'étais là, je ferais bien jardinier. Wow. Donc moi, voilà, j'ai pas bougé d'un iota. Après j'ai bougé entre guillemets dans le sens où j'ai commencé des études agricoles. Après, je suis parti sur la forêt. J'ai fait un BTS gestion forestière. Je suis vraiment passionné des arbres et ça m'a appris énormément de choses sur l'écosystème forestier, sur la botanique, sur la façon comment fonctionne la nature en fait, vraiment. Après, ça m'a appris aussi une chose, c'est que jamais je bosserai en forêt, ça c'est clair. Et donc l'idée, moi, c'était plutôt de planter des arbres, faire pousser des arbres que de les couper. Donc je me suis réorienté vers l'horticulture, où j'ai bossé en pépinière pendant plusieurs années. Donc c'est super intéressant, j'ai appris énormément de choses en termes de botanique, justement, de culture. Et après, j'ai bossé dans le paysage. Voilà. Paysage. Entreprise du paysage, de tout, c'est-à-dire que entretien, création, j'ai bossé dans des entreprises de paysage et puis après j'étais encadrant technique aussi dans un ESAT pour les travailleurs handicapés. D'accord. Où là, voilà, j'étais quasiment à mon compte, mais en plus avec le volet social et pas des moindres à gérer derrière, ce qui faisait un petit peu le sel de tout ça. Voilà. En gros, mon background c'est ça. D'accord, ouais, donc tu as eu très vite envie d'être jardinier, quoi. Tu me disais moi, très jeune. Moi, ça et pas bougé, tu as été inspiré, du coup, par la famille, des amis, ou comment tu pourrais l'expliquer, ça? En fait, je peux pas vraiment l'expliquer parce que ni mon père, ni ma mère, ni mes grands-parents sont particulièrement jardiniers, donc ils n'ont jamais non plus spécialement investi dedans avec eux, donc non, je dirais que c'est vraiment quelque chose qui m'appartient, ouais, pour le coup. Et tu es de la région? Tu es d'ici? Ouais. Ouais, enfin oui et non. Enfin, une partie de ma famille est d'ici, ouais. D'accord, ok. Donc là, on est dans le Cantal, pour préciser. Si tu veux dire un mot sur le lieu des Escuroux. Ouais. C'est qu'on est. Donc là, on est dans le Cantal, mais on n'est pas dans n'importe quel Cantal. C'est-à-dire qu'on est au sud Cantal, limite Lot-Aveyron. Donc pour moi c'est méridional, on a les cigales l'été, enfin certains étés, pas tous les étés. Mais et c'est vrai que souvent le Cantal, on a tendance à avoir la tache bleue sur la carte météo. Genre le Cantal il fait froid, sauf que il y a plusieurs Cantals, quoi. À une demi-heure, 3/4 d'heure d'ici, on est à 1200 mètres d'altitude, et là où effectivement ça fait froid, il fait vraiment très froid. Enfin oui quand même. Là moi je suis à 500 mètres d'altitude.
grand max, orienté plein sud. Donc j'ai plus des problèmes de chaleur et de sécheresse qu'autre chose. Okay. Donc ça c'est voilà, niveau climatique. Niveau sol, la particularité ici c'est que c'est granitique, on est dans ce qu'on appelle la châtaigneraie cantalienne. Donc c'est des massifs acides, schiste, mica-schiste ou granit, et là moi en l'occurrence je suis sur du granit. Ce qui implique un sol en fait hyper sableux, très filtrant, donc qui rajoute à la problématique chaleur, sécheresse, etc. Okay. Donc là c'est vrai que depuis 2 ans il a plu, donc là c'est luxuriant, mais j'ai vraiment vécu des étés vraiment apocalyptiques. Okay. Donc tout cramé au mois de juin. Il n'y a pas de stockage d'eau dans le sol, quoi. Sol filtrant, il n'y a pas d'eau. Tu mets de l'eau, ça part, terminé, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que tu es obligé ou d'arroser beaucoup, ce qui n'est pas l'idée, ou alors plutôt de mettre beaucoup de biodiversité, de biomasse, etc. pour pouvoir maintenir une certaine humidité. Donc ça implique des façons de faire particulières. Voilà. En zoomant un petit peu, donc là, particularité du lieu, c'est la pente, 25% de pente, quasiment de haut jusqu'en bas. Alors, outre le fait que ça fait les mollets ronds et que ça entraîne le cardio, l'intérêt c'est la gestion de l'eau. Voilà. Moi, je trouve que la pente c'est vraiment super intéressant pour ça, parce que ça te permet de vraiment créer un chemin d'eau du haut vers le bas, là en l'occurrence du haut vers le bas, en travers, etc. Et puis après, mettre en place plein de stratégies, de processus pour récupérer les eaux de ruissellement, créer des microclimats. C'est facile de créer des microclimats sur de la pente. Okay. Des murs, des trous, des baissières, des buttes, etc. Voilà. Super. Donc un super terrain de jeu. Ok, super. De toute façon, on va faire une vidéo dédiée là où on va aller visiter tout ça. On va montrer concrètement. Et juste pour revenir à ton parcours, tu parlais de forêt, que tu voulais pas travailler en forêt, mais que tu aimais les arbres, etc. Pourquoi ne pas vouloir travailler en forêt du coup ? J'avais peur de passer plus de temps à gérer des équipes de bûcherons en forêt. Ouais, c'est ça qui t'a... Et j'avais pas du tout envie de ça. J'aurais pu certainement trouver un très très bon boulot, mais j'avais très très peur de me retrouver à faire vraiment principalement de l'exploitation, et là je pense que je l'aurais assez mal vécu. Ouais, ça, c'est pas les valeurs que tu avais. Non, je pense que j'aime trop la forêt pour ça. Ok. Après, il y a des modes de sylviculture qui sont super intéressants, bien sûr. Sur couvert continu, enfin, voilà, les termes exacts, mais... Forêt jardinée, futaie jardinée, il y a des choses super intéressantes, mais dans le lieu où je suis, j'avais peu de chance de bosser dans ce style de sylviculture. J'ai pas voulu prendre le risque. T'en as vu beaucoup ? De quoi ? De forêts abattues, etc. Il suffit de faire un tour en voiture dans le coin pour voir ce qui se passe. Il n'y a pas beaucoup de forêts jardinées ici. Et c'est ça peut-être qui t'a motivé aussi pour créer ce lieu et faire tout ce que tu fais aujourd'hui, de montrer qu'on peut cultiver autrement. Montrer qu'on peut faire pousser plutôt que de couper, quoi. C'est chouette aussi. Ça ne donne pas le même résultat à la fin. Ouais. Et donc c'était quoi ton premier contact avec l'agriculture et le jardin ? Bon, ça a été très tôt. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'a inspiré ou un déclic, tu t'es dit allons-y, comment tu as créé ce lieu, comment t'en es venu du coup à venir ici, à créer tout ça, quoi. Bon, pour être très clair, moi la découverte de la permaculture, ça a été un gros pas un tournant mais une révélation, dans le sens où ça donnait du sens enfin. J'étais à une époque où vraiment je trouvais pas de sens à ce que je faisais. Je trouvais pas de sens non plus à ma vie professionnelle. J'ai l'impression que j'avais plus à offrir au monde du travail que l'inverse, en termes d'opportunités, d'évolution et compagnie. Et c'est vrai que la découverte de la permaculture m'a permis de tracer une espèce de ligne transverse entre tout ce que j'avais déjà fait. La permaculture, c'est l'agriculture, c'est l'horticulture et c'est le paysage. Et en fait, moi j'avais bossé dans les trois en fait. Et ça m'a semblé d'un coup une évidence pour moi. J'avais enfin quelque chose qui me permettait de faire un trait d'union avec tout ce que j'avais fait, vu avant. Et puis surtout, donner du sens, dans le sens où l'être humain n'avait pas qu'une action délétère. Ce que je pensais à l'époque, à une époque là j'étais pas au fond du gouffre, mais l'être humain, pour moi, n'avait qu'une action délétère, destruction, etc. On voyait où on en arrivait.
effondrement de la biodiversité, tout ça, ouais, j'étais un peu plombé, quoi, et je voyais pas de sens, vraiment. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? En fait, il faudrait mieux que l'être humain, il disparaisse, ce serait mieux pour tout le monde. Et en fait, là, avec la permaculture, ça m'a redonné un espoir, l'espoir que... En fait, l'être humain, il n'a pas que justement ce rôle de destruction, il peut avoir un rôle de création, de recréation. Ce qu'il a détruit, il peut le refaire. Ce que fait la nature, il peut également faire en sorte qu'elle le fasse mieux, plus vite. Et ça, j'ai trouvé ça, putain, super emballant, quoi. Super emballant, et je me suis dit, là, il faut y aller. Donc j'ai lu les premiers livres de Mollison et Holmgren, Permaculture 1 et 2, donc quand je te parle de ça fait plus de 15 ans. Donc à l'époque, c'était des espèces de vieux PDF tout pourris en anglais, enfin il n'y avait pas de traduction, enfin c'était... Mais ouais, ça a été vraiment le début. Voilà. Et comme horticulture, sylviculture, agriculture, tout ça, ça faisait partie de ma vie, quoi. Donc en plus, ça a été... ça roulait vite, quoi. Tu as mélangé un peu toutes ces expériences. Voilà. Et cette notion de design, elle m'a parlé, la conception, paysage, quoi. Enfin, paysage, mais avec une ambition, une volonté de nourrir le monde. Et ça, je pense que c'est aussi important, on en reparlera peut-être. On a une obligation on n'a pas une obligation de moyens, on a une obligation de résultat. Et pour moi, l'obligation de résultat, c'est aussi nourrir le monde. Donc voilà, tout ça, ça me parlait bien. Et en gros, c'est la genèse de Cieux, où j'ai voulu chercher un endroit pour incarner tout ça, en fait. Parce qu'à l'époque, là où j'habitais, c'était compliqué d'avoir du foncier. Et je ne pouvais pas avoir tout ça dans la tête, avoir lu tout ce que j'ai lu et pas pouvoir l'expérimenter. Je voulais faire de la formation, je m'étais formé pour ça, mais je ne voulais pas parler comme un livre. Il fallait que j'expérimente vraiment pour pouvoir en parler. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin vraiment de faire les choses dans la matière pour pouvoir l'ancrer, en fait, si tu veux. Donc, il fallait que j'essaye, que je tente. Et j'ai trouvé ce lieu-là, et qui m'a semblé un bac à sable fabuleux. Et effectivement, je me suis bien amusé, ouais. Et en quelle année c'était ça, quand tu as démarré? Je suis arrivé ici en 2012. 2012. Ouais. D'accord, ok. Donc là, ça fait 12 ans maintenant, et effectivement, en 12 ans, j'ai touché à peu près à tout. Ouais. À peu près à tout, bien sûr. Mais surtout, ça paye, quoi. Ouais. Un jardin-forêt qui a plus d'une dizaine d'années, c'est rare, je trouve. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup. Et comment t'en es arrivé au jardin-forêt, justement? Parce que de passer de la permaculture au jardin-forêt, c'est deux choses différentes. Moi, mon truc, c'est l'arbre, de toute façon. Ouais. L'arbre de base. Forcément, t'es tombé dessus, quoi. Je pouvais pas faire autrement, quoi. Et puis, c'est vrai qu'aussi, donc, je te disais, à cette époque-là, on commençait à parler de la permaculture, de forêt-jardin, mais putain, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y avait, en fait? Parce que, mais bon, t'avais les livres de Bill Mollison et compagnie, mais avec des plantes qui poussaient pas chez nous. T'avais Whitefield un peu, Robert Hart, qui avait fait des expérimentations, mais moi, concrètement, j'avais besoin de voir, en fait. J'avais besoin d'incarner le concept. Pour moi, c'était beaucoup trop conceptuel, quoi. Donc, j'ai voulu commencer à planter. Et puis, bon, comme j'avais bossé en horticulture, en paysage, j'avais l'habitude de planter des choses, donc j'ai dit go, quoi. Et c'est là que j'ai commencé, à savoir que le truc de départ a quand même beaucoup évolué en cours de route. Beaucoup. C'était aussi l'objectif, quoi. Justement, c'était quoi les contraintes ou les défis que tu as dû relever ici pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Ouais, il y en a eu un paquet. Il y en a eu un paquet. Le premier, ça a été le climat. Parce que je suis plus ou moins natif d'ici, et je connais le climat, mais c'est vrai que en 10-15 ans, je suis parti moi une quinzaine d'années d'ici. Sauf que en 10-15 ans, ça s'est vachement réchauffé. Plus la pente, plus le sol filtrant. Mais en fait, les étés, c'était vraiment infernal. J'ai eu beaucoup de casse à cause de ça, parce que j'imaginais pas qu'il fasse aussi chaud. Enfin, quand je parle de casse, c'est-à-dire les feuilles qui brûlent, quoi. Tu vois, les feuilles qui tombent parce que juste cramées, quoi, coup de soleil. J'étais waouh, dans le Cantal, j'étais pas prêt, quoi. Donc premier problème. Même si, j'ai quand même limité la casse grâce à un paillage massif, mais... Et ensuite, le côté multi-étagé, a quand même limité la casse. Deuxième gros problème, et là je ne l'ai pas vu venir, c'est les rats-aux-pieds. Ah ouais. Alors quand je suis arrivé, il n'y en avait pas. J'ai commencé à planter, j'ai mis du paillage, donc là ils avaient le gîte, le couvert, trop bien. Et là il a fallu que j'apprenne à vivre avec le rat-aux-pieds, et c'est pas une mince affaire. Ouais. Parce que là, donc tout ce qui était pommier en particulier, je pouvais les mettre en terre, j'étais sûr que dans les 2 semaines il n'y avait plus de racines.
Enfin, ouais, beaucoup de casques. Enfin, je me rappelle plus tout ce qu'ils m'ont bouffé, mais bon, j'en ai pleuré, quoi. Ouais. Parce que tu es arrivé, tu avais fait un design avant de commencer ou tu t'es lancé un peu comme ça? Non, j'avais fait un design de base. Je te dis, à l'époque, il y avait assez peu de retours. Je m'étais inspiré de ce que faisait Stéphane Sobkowiak, les fermes Miracles au Québec. Ok. Qui est une organisation assez classique, hein, linéaire. Moi, ça m'allait bien, je suis en pente, donc je suis linéaire est-ouest. Voilà, je suis parti là-dessus. Mais bon, très rapidement, il a fallu que je développe, que je replante, que je complexifie la chose qui était au final beaucoup trop simple pour moi. Ouais. Mais pour lui, c'est compréhensible dans le sens où lui, il a une obligation commerciale. Ouais. Donc il est obligé de simplifier, quoi. Moi, mon objectif, c'était le fun. Parce que j'ai trop souvent bossé en espace vert à faire des trucs pas super rigolos. Et chez les gens et tout, je me suis dit, maintenant que je suis chez moi, je vais me faire plaisir. Donc le fun. Côté vivrier aussi, autonomie, on pourra en reparler, que j'ai bien creusé. Et puis le troisième, expérimentation. Voilà. Donc je suis parti de cette base-là, qui était assez simple. Et puis ensuite, je l'ai agradé, quoi. J'ai rajouté des étages, j'ai rajouté des plantes, j'ai rajouté même des lignes, on en reparlera. Voilà, je suis parti de cette base-là. Et au final, cette base-là, maintenant, elle est complètement fondue dans la masse, on ne la voit plus, quoi. Super. Et il y a le côté aussi transmission, formation. C'était dans ton objectif dès le début ou c'est venu plus tard? Dès le début. Ouais, tu avais cette envie d'expérimenter, de faire et de te transmettre. Voilà, parce que j'avais déjà fait un peu d'animation pendant plusieurs années quand même. Enfin, ouais, un peu, oui, j'en ai fait pas mal. Et moi, la découverte de la permaculture, la découverte du fait qu'il y avait une solution, qu'il y avait des solutions et qu'elles fonctionnaient, et parce que c'était basé sur la nature. Et que, voilà, je voulais pas laisser les gens comme moi j'étais à l'époque quand j'ai découvert la permaculture. Donc voilà, pour moi c'était pas une mission de vie, mais un petit peu, quoi. C'était un petit peu christique, quoi, cette histoire de formation. Pour moi c'était vraiment, vraiment important de transmettre tout ça et justement et d'expérimenter pour pouvoir transmettre derrière. Dire ça marche pas, voilà. Donc ouais, ça c'était le truc depuis le début. C'est aussi pour ça que je cherchais un lieu. Ouais. Un lieu qui puisse faire vitrine, école et compagnie. C'est vrai que là, pour le coup, ça s'y prêtait super bien, quoi. Et tu t'es formé pour former? J'ai fait. T'as une approche particulière J'ai fait 1 an de formation à Terre et Humanisme en Ardèche, l'association de Pierre Rabhi, donc d'une formation d'animateur en agroécologie. Voilà, donc plus l'aspect agroécologie que je maîtrisais quand même pas trop mal, c'était plutôt le côté animation, transmission, création de séquences d'animation et puis surtout un réseau. Voir plein de gens qui faisaient déjà ça en fait et qui m'a permis de voir un petit peu comment ils fonctionnaient. Ouais. Ça m'a donné une super base pour commencer. Ouais. Ouais, donc tu es allé voir quand même, donc il y a eu ces livres effectivement de la permaculture qui ont sensibilisé beaucoup de... C'est à la base de beaucoup de déclics, j'ai l'impression. Et tu as vu il y a d'autres personnes qui t'ont inspiré, que tu es allé voir des projets, etc. avant de te lancer ou... Non. Non, pas forcément. Après, tu t'as mis les mains dans... Ouais. Tu as vite expérimenté toi-même. Ouais, moi, comme je te dis, il faut que je mette les mains dedans. Ok. Avant de tergiverser. J'ai pas... Bon, lecture, il n'y a pas grand-chose. Vidéo, il n'y avait rien. Donc, de toute façon, il fallait que je fasse, quoi. C'est vrai qu'on parle, peut-être pour les gens qui nous écoutent, on parle beaucoup de permaculture, jardin-forêt, syntropie, agroforesterie successionnelle. Comment on pourrait remettre un peu de l'ordre dans tout ça, peut-être définir ce que c'est pour toi le jardin-forêt, parce que nous, c'est un peu ce qu'on met en avant beaucoup. Ouais. Et la syntropie aussi. Vaste débat. Ouais, vaste débat. 2 heures. Comment tu... Ouais, c'est... Non, bon, déjà le truc, l'agroforesterie, moi je ne l'ai pas dit, j'enseigne aussi en lycée agricole, même de plus en plus. Donc j'enseigne l'agroforesterie également, la permaculture dans certains, arboriculture, etc. Enfin bon, bref, je ne vais pas faire mon CV. L'agroforesterie, c'est... la définition, c'est 2 étages. Mais il faut voir qu'on vient de loin, on vient d'agriculture où tu as un étage. Donc là, déjà, c'est un étage arboré, avec un étage de culture classique qui peuvent être des cultures, qui peuvent être de la pâture, qui peuvent être du maraîchage. Ça, c'est la définition de l'agroforesterie. Mais putain, c'est simple.
c'est très simpliste. Alors, en niveau agricole, c'est déjà énorme. Rajouter des arbres dans les prés, putain, c'est punk, c'est super. Donc ça, c'est génial. Voilà, pour ça que j'insiste vraiment sur le côté agroforesterie. C'est un petit peu ma porte, si tu veux, sur le jardin-forêt dans le milieu agricole. Je parle d'agroforesterie. Ça passe mieux. Parce que déjà, à partir du moment où ils ont mis des arbres dans les champs, pour moi, c'est gagné. Parce que de toute façon, ils ne feront pas machine arrière, ils vont voir tout de suite le résultat. Si c'est bien conçu. Après, il y a une histoire de conception aussi, mais bon, bref. Ça, c'est l'agroforesterie telle qu'elle est définie, on va dire. Moi, j'aime bien parler d'agroforesterie multi-étagée. Parce que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Ouais. Quand tu as tes bandes agroforestières, plutôt que d'avoir un arbre tous les 6 mètres, tu as 6 mètres, tu fais quoi là-dedans? En fait, tu multi-étages, tu rajoutes des arbustes, tu rajoutes des vivaces, tu rajoutes d'autres arbres, tu rajoutes des lianes, des couvre-sols, de ce que tu veux. Mais voilà, ça ne t'empêche pas d'avoir ta production d'arbres tous les 6 mètres. Mais en plus, tu as 1 milliard de production potentielle, ou même pas d'ailleurs, qui peuvent être juste pour la biodiversité ou quoi. Et là, on commence à toucher quelque chose de vraiment intéressant, parce que c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. C'est-à-dire que ça ne t'empêche pas de faire tes cultures à côté, de faire tes céréales, de faire ton pâturage, de faire tes... C'est que du plus, en fait. Voilà, ça, c'est vraiment ce pourquoi je me bats, c'est l'agroforesterie 1 et successionnelle en 2. Multi-étagée en 2. Alors, successionnelle, là, on commence à toucher aussi l'étagement dans le temps. Voilà, donc là, on est l'étagement dans l'espace, et que là, on commence à utiliser l'étagement dans le temps. Et là, ça commence à être vraiment sympa, quoi. Là, ça commence à être technique. On commence à avoir une vision sur le long terme. Cette vision sur le long terme, c'est quelque chose que mon expérience en forêt m'a apporté. Ouais. Tu plantes un arbre, tu sais que cet arbre-là, tes petits-enfants, ils sont peut-être morts quand ils vont l'exploiter, quoi. C'est quelque chose qui est hyper important dans notre société, où tout va vite, on est sur du court terme tout le temps. Et ceci explique beaucoup de choses. Et je pense qu'aussi l'attrait sur les légumes, le maraîchage et les céréales vient aussi de ce rapport assez problématique au long terme. Bon. Ouais, la vision du long terme, quoi. On n'a pas la vision... Voilà. Et l'agroforesterie successionnelle consiste en fait à partir de la succession écologique pour construire son système agroforestier. Donc là, ça commence à devenir effectivement un peu plus complexe. Là, c'est pas genre j'ai mon plan de plantation, je plante un arbre tous les 6 ans, tous les 6 mètres. Il faut comprendre ce principe qui est pour moi indispensable à comprendre, à intégrer, parce que du coup, on comprend les problèmes, on comprend les solutions. C'est la succession écologique. Le fait que tu pars d'une prairie, si tu fais rien à ta prairie, si tu la tons pas, si tu la fais pas pâturer, ton herbe elle va pousser, elle était verte au départ, et puis elle va pousser, elle va devenir jaune, sèche, très carbonée, elle va tomber, etc. Et au fur et à mesure, en 2-3 ans, ton taux de carbone il va exploser dans ton sol. Ça va déclencher une succession écologique suivante, c'est-à-dire un autre cortège floristique qui va se mettre en place pour aller vers ce dont on va parler. Là, tu as les premières ronces qui vont s'installer, ou non, enfin, tu peux avoir des bisannuels qui vont s'installer, tu peux avoir différents types de plantes différentes qui n'étaient pas là au départ, qui vont s'installer spontanément parce que le sol a changé. Et ça va aller vers quelque chose de plus en plus haut, de plus en plus ligneux, donc les ronces s'installent, toutes les familles des rosacées vont s'installer, donc tous les trucs typiques en gros, aubépines, pruneliers, pruniers sauvages, etc., tous les trucs sauvages, avec les fruits et les petits fruits, etc., qui vont s'installer, et que là, qui vont complètement changer le sol. Et là, je parle du principe si t'as rien foutu, quoi. Et là, ton sol, il s'épaissit, il s'enrichit en matière organique, en carbone, en micro-organismes de fait, puisque là, il y a plein à bouffer, en champignons surtout. C'est pour ça que c'est important, c'est que là, c'est vraiment un espèce de saut quantique à ce moment-là. Tu as le développement de... Alors, tu avais déjà des champignons avant, mais là, tu as différents types de mycorhizes qui s'installent, et là, qui vont faire exploser le fonctionnement, les cycles biogéochimiques du sol. Et puis donc, on continue, puis ça commence à monter, ça fait de l'ombre. Donc là, tu as des microclimats qui se mettent en place également. Évidemment, je ne vais pas parler de la faune, mais c'est pareil, l'explosion de la faune, c'est proportionnel. Et puis, au bout d'un moment, tu vas avoir des arbres qui vont trouver là les bonnes conditions pour germer. Donc, c'est la dernière succession. Je simplifie grave. Oui, non, mais c'est bien. C'est la dernière succession, c'est les arbres
forestiers, qui eux ont besoin d'ombre pour germer, etc., etc. Et eux, ils vont pousser, ils vont passer au-dessus. À chaque fois, la succession suivante va faire crever la succession d'avant. C'est le jeu, c'est la nature. C'est ni moral ni immoral, c'est amoral, c'est comme ça. Et comme les arbres, les pruniers, enfin les fruitiers sauvages ont fini par étouffer les ronces sont crevés, les ronces qui avaient étouffé l'herbe qui était là avant, etc., etc. Et les arbres forestiers vont finir par pousser, supplanter les arbres pionniers fruitiers, etc., et les faire crever. Et à la fin, on a une forêt. Donc là, je suis super rapide, mais ça, c'est le principe de la succession écologique. Ça veut dire que, par exemple, quand on plante des arbres, quand on veut planter des arbres forestiers ou voire même fruitiers en plein dans une forêt, dans une prairie, ça va poser un problème de base, c'est-à-dire qu'en fait, le sol n'est pas directement adapté pour ces arbres-là. Le sol est adapté pour une prairie, c'est une prairie, donc un fonctionnement avec pas mal d'azote, un fonctionnement à base de bactéries principalement. Et tu vas installer des arbres parfois qui sont comme des arbres pionniers, des arbres fruitiers, etc. Ça manque de carbone dans le sol, tu n'as pas forcément les bonnes mycorhizes. Les conditions, elles ne sont pas ouf. Et alors, si en plus tu veux mettre des arbres plutôt debout de succession, plutôt forestiers, là clairement tu n'es pas dedans du tout. L'agroforêt successionnel consiste en fait à se servir de la succession écologique pour rien faire dans un premier temps pour que la succession se mette en place, mais on va voir, on peut l'aider pour aller plus vite, pour transformer le sol, avoir un sol plus riche en carbone, à tendance plutôt de champignons, mycorhiziennes, et pour faciliter en fait la mise en place ultérieurement d'arbres de destination finale. Qui sinon, ils auraient vachement souffert, il aurait fallu les pailler, il aurait fallu les arroser, il aurait fallu les protéger, etc. Que là, en fait, ils vont trouver les conditions idéales pour, leur germination, ou deux, même leur plantation. Mais ça implique une gestion sur le long terme, un petit peu plus, quoi. Super. Et j'ai l'impression que du coup, que ce soit le jardin-forêt ou la syntropie, ça prend en compte justement ça intègre cette succession écologique. Là où l'agriculture, on va dire, annuelle ou le maraîchage s'en préoccupe pas tellement, quoi. Le problème, c'est que l'agriculture avec un grand A, celle qui est globale, en fait, elle est complètement au début de la succession écologique. Voilà. Donc c'est une cohabitation un peu entre le jardin que tu veux mettre, les fruitiers, et ce monde sauvage, cette succession écologique qui évolue. Et comment tu arrives à combiner les deux, parce que tu as planté tes fruitiers, mais le monde sauvage, on va dire, la succession va vouloir reprendre le dessus. Enfin, comment tu équilibres tout ça justement ? C'est là que le rôle du jardinier intervient, en fait. Alors le rôle du concepteur déjà, et ensuite le rôle du jardinier derrière. Même si normalement, si le concepteur a bien fait son boulot, le jardinier n'a pas trop de taf derrière. En gros, moi, ce que je fais, je triche. Je vais implanter des arbres, des plantes, qui vont avoir un rôle de la succession écologique, mais je ne vais pas forcément partir sur du sauvage. Parce qu'une fois que la ronce est installée, mon gars... Donc en fait, je vais tricher, je vais pailler beaucoup, je vais mettre beaucoup de couvre-sol, qui vont et puis des arbustes, des choses comme ça, des arbres qui vont créer de l'ombre également, des arbres dits sacrificiels qui vont être là juste pour créer des microclimats, pour amener de la biomasse, donc du carbone, et puis pour transformer petit à petit l'écosystème sol vers quelque chose de plus confortable, on va dire, pour des arbres. Et voilà. Mais après, je ne passe pas forcément par la succession écologique dite classique. Je triche un peu, je fais un espèce d'entre-deux. Mais on verra tout à l'heure. Donc j'ai des exemples où j'ai que de la ronce, mais j'essaye justement de remplacer la ronce par des plantes un petit peu moins chiantes, mais qui ont quand même le rôle de la ronce, qui est de couvrir le sol, qui est d'étouffer l'herbe, qui est de produire de la biomasse, etc., etc. C'est là où le côté recherche, il intervient. On a un véritable besoin de reboisement massif, que ce soit en France ou partout, à tout niveau, mais pas n'importe quoi, pas n'importe comment, et surtout, on a besoin de passer à l'échelle, quoi. On a besoin de faire ça vite et fort, et taper fort. C'est pour ça que ces recherches en régénération naturelle, en succession, etc., pour moi, ils sont hyper importants, parce que c'est ça qui va nous permettre d'installer plus tard un linéaire des corridors écologiques productifs le plus rapidement possible, et surtout des plantes qui soient résistantes à un climat qui change vite, quoi.
Donc il faut un système qui soit résilient, qui soit robuste en même temps. Et là, pour le coup, voilà, tous ces principes de succession écologique, de plantes sacrificielles, etc., de plantes de service, dites de service, elles ont tout leur rôle. Et c'est un peu là-dessus que moi je travaille. On a fait un atelier il n'y a pas longtemps sur la Saint-Tropez pour voir un peu les projets en France qui existaient et s'il y avait des choses un peu viables. Et j'ai un peu plusieurs sons de cloche, ça marche pas, ça marche plus ou moins. Il y a des pays, je crois, ou Mexique, ou je sais plus où, qui sont revenus sur la Saint-Tropez et au final qui plantent que des fixateurs d'azote. Enfin, j'ai entendu ça sur le Discord justement. On dit que ça pousse plus vite aussi. Quel est ton recul par rapport à ça? Et comment depuis que tu es là, comment tu as vu l'évolution de la permaculture et de ces pratiques-là dans le temps? Parce qu'on voit encore beaucoup de champs agricoles et de monoculture, etc., quoi. Oui, alors c'est clair. C'est clair que ouais, je vais me débrouiller avec ça. C'est clair que le passage ensuite à l'échelle au niveau agricole, bon, le milieu agricole, c'est un milieu où il y a beaucoup d'inertie, il y a beaucoup d'emprise, c'est long. Bon, ça avance en tout cas dans les idées. Sur le terrain, ça commence un peu, mais faut pas crier victoire trop tôt. On continue d'arracher des en 2025, hein, donc c'est pas gagné encore. Ouais. Bon, en tout cas, ça avance dans les têtes. On va dire que c'est un bon début, même si c'est un peu frustrant. Oui, alors l'évolution de la perma, c'est assez intéressant justement que tu me poses cette question-là, parce que j'y suis un peu depuis le début en France en tout cas, parce que ça a commencé en France, ça a commencé avant la France depuis bien longtemps. La France est quasiment l'un des derniers à avoir récupéré la perma. Pourquoi? Parce qu'on est des quiches en anglais et que toute la biblio était anglophone. Le jardin-forêt aussi. Hein. Mais pareil, bien sûr. Très tard, hein. Bien sûr, donc tout est arrivé très tard. En plus, tout est arrivé très tard. Ça, j'en parle un peu dans mon bouquin, parce que je trouve que c'est vraiment important. Tout est arrivé très tard par un biais particulier qui est, par exemple, la ferme du Bec et Loing, qui a amené, et heureusement, donc, à démocratiser ce concept de permaculture. Donc on a commencé à en parler, ça a commencé à faire rêver les gens, mais le problème, c'est que c'est arrivé avec une couleur maraîchère. Et pour moi, ça, c'est un vrai problème. Oui, c'est vrai, ouais. Permaculture, permanent agriculture, agriculture permanente. Qu'est-ce qu'il y a de moins permanent que du maraîchage? L'une des définitions de la permaculture de David Holmgren, c'était pouvoir remplacer des cultures annuelles par des cultures vivaces, pérennes ou des arbres. Je veux dire, c'est un peu la définition de la permaculture. Et de fait, la permaculture, c'est devenu un espèce de gadget de potager, quoi. C'était le potager, quoi. C'était le nouveau potager, quoi. Il y en a beaucoup qui associent les deux, d'ailleurs. Je fais un potager, je fais de la permaculture, c'est un potager, quoi. Mais voilà. Mais en fait, il y a un problème dès le départ, en fait. Il y a un problème de définition ontologique de la permaculture. La permaculture, c'est pas des légumes. Ça peut être des légumes dans un système global, mais au secours, en fait. Agriculture permanente, je le répète, quoi. Donc voilà, on a une vision assez tronquée dès le départ de la permaculture. Et puis après, il y a eu les effets de mode. Parce que donc on a eu la permaculture qui est arrivée, oh c'est génial, c'est le nouveau potager, c'est super. Et puis bon, au bout de 2-3 ans, ça commence à s'essouffler. Les gens, ils ont besoin d'un nouveau buzz. Ça fonctionne comme ça. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est une réalité. Le buzz d'après, ça a été les buts. Alors c'est pareil. En permaculture. Voilà, donc c'est pareil. Ça a une histoire aussi. Je sais d'où ça vient. Je ne vais pas forcément revenir dessus, mais ça a une origine en fait. Et donc tout le monde s'est mis à faire des buts. Des buts. Je veux faire des buts dans tous les sens, n'importe comment, dans tous les types de sols, des trucs monstrueux. Enfin bref, voilà, tout le monde s'est mis à faire des buts. Au bout de 2-3 ans, ça commençait à s'essouffler. Il a fallu trouver autre chose. Après, ça a été les buts avec du bois dedans. Donc on sait que ça vient. Les lasagnes. Ouais, il y a eu ça aussi, les lasagnes et les buts avec du bois dedans, mais ça venait de Seppelzer à l'époque, etc. Donc tout le monde s'est mis à enterrer du bois, n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quel type de bois, dans n'importe quel type de sol, bref, etc., etc. Après, je me permets d'être critique parce que je l'ai fait, hein. J'ai tout fait. J'ai fait les buts avec du bois dedans, mais bon, j'ai testé. Et puis voilà, et puis en fait, qu'on le veuille ou non, la perma, enfin ce milieu-là fonctionne comme tout le reste avec du buzz, avec des innovations, des nouveaux trucs. Donc ensuite, c'était la forêt jardin qui arrivait. Et puis donc c'était le nouveau truc, waouh. Donc en parallèle, il y avait les forêts Miyawaki, il y avait
tout son lot aussi de bullshit un petit peu quand même mercantile derrière, puisque il fallait surfer sur la vague du buzz. Et puis voilà, les buzz se suivent, s'enchaînent. Et puis il y a eu la Syntropie, c'est vrai, qui a été un buzz monumental, mais pour plein de raisons. Hein, et enfin, je les comprends. C'est-à-dire que Ernst Gutsch au Brésil, il est parti d'une terre terrible, il a fait un truc génial, et c'est vrai. C'est vrai que ce qu'il a fait, c'est super, ce qu'il a fait, ça fonctionne, etc. Et c'est chouette. Et le problème, c'est que on veut faire du copier-coller partout. Voilà. Et ça me pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'on n'est pas au Brésil. C'est-à-dire que nous, on a une saison de pousse qui est courte. Donc une saison de décomposition aussi qui est courte. On n'a pas les mêmes pluviométries, on n'a pas les mêmes... Enfin, je veux dire, au Brésil, ça va vite, quoi. Tu peux défoncer très très vite, mais tu peux recréer aussi très vite parce que les cycles biogéochimiques sont hyper rapides. La vie arrive vite, tu vois. Chez nous, ça marche aussi, mais ça prend plus de temps. Beaucoup plus de temps. Moi, je coupe du bois, je le mets par terre, il va mettre 3 à 5 ans à se décomposer. Alors si je fais ça tous les ans, il y a un moment, je vais me retrouver avec un tas de bois comme ça, avec des ronces dedans, blindé de carbone. Bon, bref. Ouais, donc ça c'est une grosse différence. Ensuite, moi ce qui me questionne fortement, c'est la remise au centre de l'humain comme nécessité du fonctionnement du système. Ça me pose question quand même. C'est-à-dire que moi j'essaye au contraire de créer des systèmes les plus autonomes possibles, qui se débrouillent le plus possible, parce que déjà, j'ai pas que ça à foutre, et je pense que dans un scénario de descente énergétique, c'est ce vers quoi il faut aller. C'est-à-dire se servir du fonctionnement naturel de l'écosystème, le guider, l'orienter, tu vois, mais jouer avec lui, en fait, se servir de lui quelque part, pas dans le mauvais sens du terme. Et là, avec la Syntropie, je me retrouve avec des systèmes qui sont des usines à gaz, où l'humain est obligé d'être là pour couper la biomasse, couper la biomasse. Et là, moi, ça me pose question. Une autre chose, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, on a une obligation de résultat. Pas de moyens, pourquoi pas, mais en tout cas de résultat. Et pour moi, le résultat qu'on doit obtenir, c'est nourrir les gens. Et je vois quand même, on ne se nourrit pas de biomasse. J'ai vu quand même beaucoup de trucs en Syntropie. J'ai fouillé le truc, je ne parle pas en l'air, j'ai fait les formations de Gutsch. Je suis parti au bout d'un jour d'ailleurs. J'ai été voir plusieurs jardins, enfin, j'ai gratté le truc quand même. Je me dis, putain, mais il y a quelque chose de... Enfin, je voulais gratter, et ça me questionnait vraiment, et ça me questionne toujours d'ailleurs. Mais on ne se nourrit pas de biomasse. Et je vois quand même principalement de la biomasse. Donc c'est super la biomasse, mais il y a un moment, il faut nourrir les gens ou nourrir les animaux, enfin il faut faire quelque chose, quoi. Et ensuite, et je m'arrêterai là-dessus parce que ça peut durer longtemps, mais ensuite, je suis désolé, mais la France, c'est pas le Brésil en termes de qualité de sol, en termes de pluviométrie. On a quand même globalement des sols qui sont bons, j'estime qu'ils sont globalement bons. C'est pas défoncé comme les sols du Brésil où était Gutsch au départ, hein. On a quand même des sols qui sont globalement bons. On a une pluviométrie qui est franchement honnête, 700 et 800 mm d'eau par an, ça va. Est-ce qu'on est obligé de se faire chier comme ça, tu vois ? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce que l'énergie investie dans le système vaut ce que tu vas en faire derrière ? Peut-être qu'on aurait fait aussi simple de faire des engrais verts et puis planter de la bouffe, en fait. Peut-être, je pose la question. Voilà, j'ai vu quand même beaucoup de choses pas tellement pertinentes. Et je vois autour de moi, ça a été quand même un gros buzz, alimenté aussi par des belles histoires. Clairement, des belles histoires, l'histoire de Gutsch, voilà, différentes choses, des histoires un peu pour enfants, je trouve. Je trouve pas ça très, très mature, ce truc-là. Alors qu'il y a des systèmes qui existent déjà, qui fonctionnent. Je parlais d'agroforesterie, je veux dire, l'agriculture, elle a toujours été agroforestière. Quand tu te penches un peu dans le passé, en fait, on a toujours fonctionné avec des arbres. Donc plutôt que de réinventer la roue de quelque chose qui est un peu scabreux, inspirons-nous déjà de ce qui existait avant, quitte évidemment à l'améliorer, à l'adapter, mais... Pas changer la roue à chaque fois, quoi. L'approche, c'est que ça pousse plus vite. Enfin, l'idée, c'est que ça puisse pousser plus vite, sans intrants, etc. Et c'est ça c'est pour ça que des gens, je pense, se lancent. Alors, je voudrais revenir là-dessus aussi, et après j'arrête, promis. Ça pousse plus vite. J'ai bossé en paysage une grande partie de ma vie. Je pense que j'aurais remarqué si, quand je coupe une plante, la plante d'à côté, elle pousse plus vite.
Et je pense que tous ceux qui bossent dans le paysage, tous les jardiniers, etc., l'auraient peut-être remarqué quand même. C'est vrai que non, en fait, alors effectivement, tu coupes une plante, tu as plus d'entrée de lumière, donc plus de photosynthèse, ça paraît à peu près logique que l'autre en profite d'une certaine manière. Mais j'ai fait des recherches scientifiques aussi là-dessus, sur l'hormone, là, merde, c'était laquelle C'est l'auxine, non Oui, non, c'était pas celle-là, bref. J'ai fait des recherches là-dessus, mais en fait, il n'y a aucune publication scientifique qui atteste que ouais, en fait ça pousse plus. Enfin, alors il y en a peu, on est d'accord, mais concrètement en restant très humble, j'ai jamais vu en coupant une plante que dans les zones tropicales ça pousse plus vite, oui, qu'ici. Ah ouais, mais c'est pas les mêmes conditions. C'est ce que tu disais. C'est très possible, ouais, c'est pour ça que du coup on a super intéressant. Ok, super, on a fait un bon tour de l'évolution un peu de tout ça. Mais du coup, c'est vrai que les gens, on a quand même besoin de... je pense que c'est entré par le potager parce que les gens se nourrissent de beaucoup de légumes, etc. Toi, tu as un potager ici, comment tu fonctionnes justement Est-ce que c'est vraiment un potager ? En fait... on parlait du râteau-pied tout à l'heure. Tu vois, le râteau-pied, en fait, au début, j'ai vu ça comme une calamité. Mais en fait, ça m'a obligé à me remettre complètement en question, à changer ma façon de faire et ma façon de cultiver et ce que je cultivais aussi. Par exemple, les légumes racines, t'oublies, fini. C'est fini. C'était avant, ça je pouvais plus en faire, en fait. Maintenant, ça a tendance à se réguler un petit peu. J'arrive à en refaire un petit peu. Mais pendant quelques années, fini. Le paillage, t'oublies. Parce que là, si tu mets du paillage, là, tu es sûr qu'ils vont se mettre dessous et c'est foutu. Et puis les légumes annuels, globalement, alors, outre le fait qu'ici c'est très chaud, j'ai pas de stockage d'eau dans le sol véritablement, plus les râteaux-pieds qui, avec leur galerie, contribuent en plus à l'assèchement du sol. Et donc, je me suis intéressé, pas le choix en fait, sur les légumes vivaces. Et puisque de toute façon, j'avais prévu d'en installer dans mon système, j'ai dit je vais tout miser là-dessus, Voilà, j'ai expérimenté les légumes vivaces et bien c'était super intéressant. Donc merci le râteau-pied qui m'a obligé à vraiment me pousser dans mes retranchements et tester d'autres choses. J'avais une volonté également d'autonomie alimentaire, comme tu disais tout à l'heure, mais c'est pareil en fait. J'étais pas du tout satisfait de ce que je faisais, même avant que les râteaux-pieds arrivent. Je faisais du potager et j'en faisais des beaux parce que ça avait été aussi mon métier, donc je sais faire le potager, il n'y a pas de souci. Mais en termes d'autonomie alimentaire, je trouvais pas ça dingue en fait. Je continuais à faire mes courses quoi. Ça me prenait quand même beaucoup de temps, sol séchant, beaucoup d'eau, beaucoup de travail en fait. Une fois de plus, moi je le vois, je suis quelqu'un de très pragmatique. Énergie investie, énergie récoltée. Parler de la syntropie, là, pour moi, il n'y a pas l'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Et là, c'était la même chose. Je dis, putain. Et donc, je me suis renseigné sur les légumes vivaces. Et là, je suis tombé sur des plantes qui sont indestructibles, qui produisent quasiment toute l'année. Plein de plantes différentes, plein de goûts différents. Et encore tous les ans, j'en expérimente d'autres, j'en implante d'autres, etc. Tu vois. Et finalement, mon potager, maintenant, il ressemble il ressemble pas à un potager, en fait. C'est plus un milieu sauvage, quoi. Plus un milieu sauvage ou un entre-deux. Ouais, c'est un entre-deux, en fait. J'ai très très peu de temps j'ai beaucoup de temps à y consacrer, j'ai peu de temps à y consacrer, entre le bouquin, entre des travaux et compagnie. Et en fait, tu vas voir, c'est pas délirant du tout, quoi. C'est productif, et c'est productif depuis quasiment toute l'année, par contre, pour le coup. Trop bien. Et pas de boulot, peu d'arrosage, et puis c'est quelque chose de très nutritif, peut-être on pourra en reparler, mais infiniment plus nutritif que tout ce qu'on pourrait trouver en légumes annuels. Après, c'est d'autres plantes, c'est de la cueillette. C'est pour ça que je parle d'agriculture de cueillette, parce que là, pour le coup, c'est de la cueillette, c'est des légumes verts pour beaucoup, mais c'est des légumes verts incroyablement nourrissants, avec beaucoup de protéines. Et voilà. Donc ça, comment tu expliques ça, justement ? On dit que les plantes vivaces soient plus nutritives que les... Elles ont un système racinaire de dingue. Elles ont un système racinaire qui reste là plusieurs années, donc qui va loin, qui va chercher des sels minéraux, des nutriments loin, partout, etc. Et puis, puis voilà, puis c'est ça. C'est ça, c'est tout en fait. Je crois que c'est aussi simple que ça.
C'est une plante c'est des plantes qui se sont bien adaptées en plus, qui se poussent bien, qui se plaisent bien ici, donc qui vont donner le meilleur de ce qu'elles peuvent donner par rapport à l'environnement qu'elles ont. Les légumes annuels, c'est des légumes de cycle court, qui ont un faible système racinaire, qui n'ont pas un système racinaire du coup qui les rend déjà autonomes et puis qui ne vont pas pouvoir prendre grand-chose en fait. C'est pour ça qu'on fertilise à mort tout le temps, parce que en fait, sinon ça ne pousse pas, quoi. Ouais. Et c'est un peu le cas que j'avais ici, c'est-à-dire que moi je voulais toujours en faire le moins possible, donc je fertilisais peu, mais j'en avais pour mon argent. Voilà. Que là par contre, tu vas voir, c'est exubérant, quoi. Mais ça implique une nouvelle façon de cultiver, ou de non cultiver d'ailleurs. Ça implique de nouvelles plantes, ça implique de nouvelles façons de récolter, de cuisiner aussi. Donc c'est vrai que du coup ça m'a obligé à repenser aussi tout ce que je bouffais. La façon de transformer aussi, donc maintenant je travaille beaucoup avec des galettes, des pestos, j'ai différentes recettes que j'utilise régulièrement, et c'est vrai que c'est des recettes que j'étais obligé d'aller chercher un peu à droite à gauche, fouiller dans des bouquins, les trucs, parce que c'est une alimentation qu'avaient nos ancêtres, je ne veux même pas dire nos anciens, mais nos ancêtres, ils mangeaient beaucoup plus de légumes feuilles comme ça, plantes sauvages, voilà. Et c'est chouette parce que c'est bon, c'est gratuit et c'est super nourrissant, quoi. J'ai fait une omelette spéciale iranienne, là, le coucou sabzi. Là, c'est même pas une omelette aux herbes, quoi. C'est des herbes avec de l'œuf dedans. Et c'est incroyablement nourrissant. Okay. T'en prends un 5e, t'as fait ton repas. Ouais, c'est très riche, très diversifié. Ouais. Et t'as senti une différence en termes d'alimentation et de santé ou quoi depuis que tu consommes ça, ou c'est quelque chose qui reste quand même Ce serait difficile à dire. Ouais. Après, j'ai toujours plus ou moins quand même très bien mangé. Je fais attention à ce que je mange. Ça n'a pas changé. Ouais, t'es pas changé du tout au tout, quoi. Par contre, ce qui a changé, c'est les courses. Ouais. Ah oui. Mais après, voilà, ça implique aussi, c'est pas anodin, c'est radical, de changer son alimentation assez drastiquement. Bon, là, ça va être l'époque, je suis à la bourre, mais je vais replanter quelques courgettes, courges, tomates, évidemment. Ouais. Mais je ne vais pas en faire la base de mon alimentation ou de mon potager, pas du tout. À la limite, ils sont presque plus là pour le fun qu'autre chose. Les plantes sauvages, les plantes vivaces, c'est plus un complément, quoi. C'est presque la majorité de l'alimentation, et c'est les légumes classiques qui sont en complément, quoi. C'est clairement la majorité de mon alimentation. Ok, super. Et du coup, comment t'en es arrivé à écrire ce livre, Cultiver le monde de demain ? Pourquoi ? C'est une bonne question, pourquoi ? Parce que j'adore écrire déjà. Ok. Sur mon site, j'ai un blog que j'achalante depuis 2011. J'éprouve un vrai plaisir à le faire déjà. J'écris quand même plusieurs dizaines d'articles depuis. J'en écris d'ailleurs pour d'autres structures des fois. Donc déjà ça. Et puis j'avais envie de transmettre différemment que par mes formations, en fait. C'est une autre façon, c'est un autre médium. C'est sûr. C'est un autre médium, et c'est un médium beaucoup plus exigeant aussi, qui t'oblige à fouiller tes sources. Là, tu peux pas juste dire oui, là c'est comme ça, là c'est comme ça. Non, en fait, il faut étayer tes arguments. Donc ça m'a obligé aussi à faire un vrai travail de recherche historique, scientifique, et ça c'était super intéressant, vraiment super intéressant. Enfin, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Et en gros, quand j'ai fini le bouquin, quand je l'ai eu dans les mains, je l'ai feuilleté comme ça. J'ai regardé le sommaire. J'ai fait, mais en fait, c'est quasiment le plan d'un CCP. En fait, parce qu'en fait, c'est tellement naturel, c'est tellement fluide, et en fait, c'est le plan d'un CCP, quoi. CCP, c'est contrat certificat en permaculture. Ouais, cours certifié de permaculture, ou PDC, permaculture design course, pour les anglophones. Donc en gros, c'est quasiment pour moi. Si je reviens sur la définition de la permaculture, comme je t'expliquais, parce que pour moi c'est important, la permaculture c'est pas juste un potager, c'est vraiment un système, une méthodologie de conception de système humain, tu vois. Et ça, on en a vraiment besoin, quoi. Donc je reviens vachement là-dessus, je reviens sur l'histoire beaucoup. Après, mon autre passion c'est l'histoire, donc la préhistoire en particulier, donc je reviens beaucoup là-dessus, sur la création de l'origine de l'agriculture, très intéressant aussi. À base de céréales, principalement. Pourquoi ça a tout supplanté ? En fait, il y a des raisons qui sont historiques et politiques surtout. Voilà, à lire dans mon livre.
Et puis je reviens sur la forêt-jardin, sur les principes, sur le design et tout. Et en fait, effectivement, j'avais pas fait gaffe, mais grosso modo, multiplication à la fin, on est sur un contenu d'un cours certifié de permaculture. Ouais. Voilà. Avec quand même, là pour le coup, des sources, des arguments. Ah bah ouais, putain. J'ai passé presque 2 ans à l'écrire. C'est ça, le livre, j'ai l'impression qu'on peut vraiment prendre le temps et approfondir les choses plus que... C'était un bel exercice, ouais. Super. T'as envie de continuer d'écrire ou... Bon, on me l'a déjà demandé. Oui, ça me manque. Ça me manque clairement. Après, là, actuellement, là, j'ai pas vraiment le temps. Mais j'ai pas vraiment le temps. J'ai des idées, mais voilà, c'est en train de maturer, on va dire. Ok. Bon, de toute façon, il est disponible. Hein, c'est ça, il est toujours disponible. Bien sûr. Ouais. N'hésitez pas. Ouais. Il a été réédité en septembre. Bah voilà, super. Réimprimé, pardon. Il s'adresse à qui ce livre, alors, du coup, justement? Je vais dire un truc con, il s'adresse à tout le monde. Ouais, c'est... tu peux, si tu connais rien, en fait, tu reprends les bases. Hein, donc voilà, et si tu t'y connais déjà, là, je pense que tu as un petit peu à manger, dans le sens où tu peux aller plus loin dans chaque chose. Enfin, je veux dire, j'ai quand même beaucoup de sources. Il y a des schémas, je reprends des travaux scientifiques d'agronomes et compagnie. Donc je pense qu'il y a vraiment à manger, avec en plus, je pense, une vision plus globale. Parce que je vais parler de nutrition aussi, je vais parler d'histoire, je vais parler de tout ça. Donc c'est vraiment une remise en contexte profonde, je pense, de la permaculture, de notre agriculture et de notre alimentation. Avec une vision quand même qui me paraît importante parce qu'il s'agit de l'avenir, en fait. Et je ne sais pas si les gens sont au courant, mais on a un avenir qui peut potentiellement poser des questions. Ouais. Voilà. Et c'est aussi peut-être pour extérioriser une certaine angoisse de l'avenir que j'écris ce bouquin. Et souvent, on me dit, mais ton bouquin, en fait, il est plein d'optimisme. Je dis, ah bon? Et on me l'a dit plusieurs fois, donc tant mieux en tout cas. C'était un peu l'idée. Et c'est un peu ton... Comment dire? C'est ça du coup qui fait que tu as envie de continuer de faire tout ça, partager. C'est quoi qui te motive là aujourd'hui de continuer à faire tout ça? L'avenir. Ouais. Ouais. Après, j'assume totalement mon côté sauveur. Hein. C'est bon, je l'ai refoulé pendant longtemps, maintenant je l'assume. Ok, ouais, bon, j'ai le complexe du sauveur sans doute, mais... C'est-à-dire que les modèles que tu proposes, que tu n'es pas le seul, hein, mais c'est pour toi quelque chose qui pourrait sauver l'avenir justement. Ah, mais pour moi, la permaculture, c'est un plan de montage d'une société postmoderne, clairement. Ouais. Et plus ça va, plus on s'en rapproche en fait. Et je crois que les principes de permaculture, les bases même, les fondements de la permaculture n'ont jamais été aussi pertinents que maintenant. Ouais. Et plus le temps passe, plus c'est pertinent. Donc il serait temps de... C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce bouquin aussi, pour ça que je parle cultiver dans le monde de demain. Normalement c'était le monde d'après, mais ils n'ont pas voulu. Ça faisait trop peur apparemment. Mais parce que oui, ce que je mets dans le bouquin, c'est vraiment une possibilité de nourrir les gens quand il fera trop chaud, quand il y aura moins de pétrole, enfin voilà. Et parce que ça marche. Et c'est ce que j'ai expérimenté ici depuis plus de 10 ans, avec toute une réflexion, une évolution, etc. Et je peux affirmer maintenant que ça fonctionne. Après, voilà, donc à chacun de se l'approprier, de tester. Et c'est quoi qui bloque les agro-industries et les points bloquants là-dessus pour faire cette transition? Parce que c'est une transition un peu... La moula. La moula. Ah bah tiens. Ah bah ouais, là, tu peux pas... Donc là, pour l'instant, ça sera des expérimentations personnelles, je l'espère, ensuite, collectives, etc. Mais il y a un moment, évidemment, ça va bloquer en haut. Le système n'a aucun intérêt à ce qu'il change. Donc il faudrait montrer que ce système est rentable financièrement et financièrement intéressant pour que ça bascule, quoi. Alors, attention. Moi, je dis bien, j'explique bien dans le bouquin. Moi, je veux sortir de ce côté financier. Moi, je parle d'agriculture vivrière avant tout. D'accord. Une agriculture qui nourrit les gens, hein, pas qui remplit le compte en banque et qui paye les factures. Ça, j'en ai rien à foutre. Pour moi, ça, c'est le monde d'avant. Moi, je parle du monde d'après. J'ose espérer que dans le monde d'après, on n'aura pas moins besoin d'art. Enfin, bref. Quoi qu'il en soit, j'ai pas voulu rentrer dans ce truc-là parce que je me suis dit sinon, ça va être casse-gueule. Ouais.
Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on a voulu rentrer dans la pertinence économique d'un système agricole ou permacole, c'était plus ou moins scabreux quand même. Ouais. Avec différents types de contorsions pour arriver à faire rentrer des ronds dans des carrés, j'ai pas envie de faire ça. Donc moi je pars sur l'agriculture vraiment vivrière, l'agriculture qui nourrit les gens, qui nourrit les gens, mais également la nature, les animaux, etc. bien sûr même. Donc rentable économiquement, non, mais un adage auvergnat bien de chez nous dit que le principal sou économisé, c'est celui qui n'est pas dépensé, quoi. Donc voilà, c'est aussi c'est une agriculture pour les fauchés aussi quelque part. Ouais. Clairement, parce que là, tu dépends plus de rien, tu laisses ton écosystème en fait travailler pour toi. Et c'est ouais, je trouve que ça vaut le coup de le partager. Ouais. Ouais, de le partager, de montrer des exemples, de se relier aussi entre les projets collectivement. Ok. Si tu avais une baguette magique pour changer une seule chose dans notre rapport à la Terre, ce serait quoi? Récupérer la certitude qu'on fait partie du tout, en fait. Qu'on n'en est pas exclu. Qu'on est lié, quoi. Que tout est lié, en fait. Tout est lié. Et c'est vrai que je comprends que les gens qui ont un mode de vie majoritairement urbain et tout, de fait, ils sont déconnectés, quoi. Donc ouais, ce serait retrouver une certaine unité dans les écosystèmes, retrouver notre place dans les écosystèmes en fait, et pas s'en sentir dépossédé. Non, on fait pas les écosystèmes, c'est ça, tu vois. Mais en fait non, t'en fais partie. Et justement, c'est ce que j'aime bien quand je parle de jardinier. Pour moi, c'est la place que l'humain doit avoir dans les écosystèmes. Pas forcément, alors pas exploitant agricole, non, ça c'est sûr. Rien que le mot, c'est pas possible, mais jardinier, celui qui va accompagner, qui va aider, qui va permettre, qui va créer les conditions pour, tu vois, c'est pas du tout la même relation. Ouais. Super. On arrive sur la fin. Si on pouvait donner un conseil aux jeunes jardiniers ou même ceux qui débutent pour commencer une agroforesterie, un jardin-forêt, du coup, vu qu'on est plus là-dessus, quel conseil tu donnerais? Donc pas de copier-coller de ce que j'avais compris. Faites pas s'adapter à son terrain, etc. Se poser et observer, déjà, ça paraît, c'est un petit peu plan-plan comme conseil, mais se poser et observer. Surtout qu'on est pressé souvent. Ouais, mais ça c'est bien le problème en fait. On est toujours pressé. Donc on fait des légumes annuels et des plantes à court cycle parce qu'on est pressé et que justement on veut que ça paye vite, quoi. Donc en fait on s'en sort jamais, quoi. Ouais. Donc le temps. se dégager de l'urgence, accepter que les choses sont longues, que ça marche pas toujours, que c'est frustrant. Accepter la frustration, je pense que ça serait certainement le conseil, et je me le donne à moi aussi. Accepter la frustration, quoi. Accepter que les choses prennent du temps, mais en tout cas, ce qui est rassurant, c'est que, par exemple, après 10 années de frustration non-stop, en fait, ça finit par payer. Mais par contre, c'est vrai que accepter que les choses prennent du temps et qu'on peut pas faire pousser les plantes plus vite en leur tirant dessus, quoi. Ouais, c'est pas magique. Et puis, s'inspirer vraiment, et ça, j'insiste, je parlais de l'observation, mais vraiment s'inspirer comprendre comment fonctionne la nature, en fait. Comment fonctionnent, mais les écosystèmes sauvages. Comment, normalement, quel est le processus naturel d'évolution des choses, le plus possible, de plein de manières différentes, scientifiques, poétiques, que sais-je, mais comprendre que si on arrive à se baser là-dessus, à se mettre sur ces rails-là, ça va filer quand même relativement tout seul. La nature s'inscrire dans le cycle. Ouais, la nature en général fait quand même très très bien les choses. Donc essayons de nous adapter à ça et de pas forcément faire des choses qui sont justement contre nature, quoi. Ok, top. On finit par trois questions habituelles. Donc c'est une ressource à partager. Il y a ton livre, évidemment, mais je ne sais pas, quelque chose qui t'a inspiré. Très bon choix. Moi, ce qui m'a inspiré, ça peut être autre chose que du jardin, ça peut être. Mais ce serait autre chose que du jardin. Homo domesticus de James C. Scott, anthropologue anarchiste, qui m'a scié, en fait. C'est de l'histoire. Ouais. Il reprend des dernières recherches archéologiques dans le croissant fertile, là où est née l'agriculture,
donc il y a 10-15 000 ans. Et il revient sur ces premiers états agricoles, en fait, de leur genèse, de leur évolution et de leur effondrement. Donc c'est une histoire des premiers états. Le nom anglais, l'édition anglaise de ce livre, c'est Against the Grain, contre le grain. Okay. Et en fait, cette espèce de dichotomie entre le court terme, le long terme, l'argent, etc., en fait, c'est vieux comme le monde, ça a 15 000 ans, depuis les débuts de l'agriculture. Et c'est vraiment dingue comment on comprend tout, comment notre société judéo-chrétienne, et puis qui est essaimée partout, elle a fait évoluer le monde vers des systèmes agricoles de céréales, principalement, et de trucs à cycle court qui rapportent de l'argent rapidement. C'est vraiment passionnant. Ces histoires des premiers États, les premiers États qu'on vante, les premiers États agricoles, c'était le progrès, etc. Mais en fait, c'était des États esclavagistes. Hyper bellicistes, esclavagistes, avec qui ont une condition de la femme déplorable. Ouais. Enfin, c'était vraiment une catastrophe, mais qu'on a retrouvé après, et qu'on retrouve toujours actuellement. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça a fonctionné, et la genèse. En gros, c'était clairement des brigands de grand chemin qui usaient des esclaves pour faire cultiver le blé, pour avoir du blé, et, etc. Et comment ça a évolué jusqu'à maintenant. Okay. C'est limpide. Et une fois qu'on a compris ça, je vous assure qu'on voit l'agriculture différemment, et on n'a pas envie d'aller dans ce sens-là. Enfin, en tout cas, on a envie d'expérimenter autre chose. Ouais, autre chose. Et du coup, une agriculture plutôt basée sur l'arbre, de fait, puisque là, on se réinscrit dans le long terme, dans le cycle naturel, etc. Là, on tient quelque chose, je pense, qui tient vraiment la route. Trop bien, voilà. Super, merci. Deuxième question, c'est une famille de plantes que tu affectionnes particulièrement dans tout ça. J'aime bien la consoude. T'aimes bien la consoude ? J'aime bien la consoude, pour plusieurs raisons. Bon, déjà, moi, j'en suis absolument envahi. Okay. Tu verras, j'en ai partout. Au début, j'ai planté 3 plants, j'en ai partout. J'en ai quasiment sur 1 hectare. Wow. Ça, c'est pareil, c'est le râteaupier. Ouais. Le râteaupier, en fait, il a transporté les racines de consoude absolument partout. Et du coup, mon système, maintenant, il est presque à base de consoude. Alors, au début, une fois de plus, j'étais pas content parce que j'avais pas prévu ça. Mais au final, je me suis rendu compte que déjà, la consoude, elle occupe bien l'espace. C'est une plante mellifère très intéressante. Et puis en fait, j'ai trouvé des synergies vraiment intéressantes avec la consoude. Dans mon milieu qui est sec, filtrant et compagnie, la consoude est un vrai outil en fait. Et je me rends compte qu'il y a des endroits avec consoude et des endroits sans consoude. Et en fait, c'est la production et la croissance, c'est x2. Donc c'est une plante qui est vraiment intéressante. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, on va la voir, la consoude naine, qui est le couvre-sol ultime, je pense. Qui couvre tout, qui est super intéressante. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un avenir en régénération naturelle assistée, on va dire, comme implanté dans des systèmes pour couvrir le sol et étouffer l'herbe rapidement. Bon, pour ça, c'est des idées que j'ai en tête, mais la consoude me paraît, pour tous ceux qui veulent commencer des forêts-jardins, me paraît, si elle pousse bien, après, je pousse peut-être pas partout, mais une plante vraiment, vraiment intéressante. Ouais. Et qui produit beaucoup, qui est florifère, alors qui est comestible. Bon, après, de là à dire que c'est bon, c'est autre chose, mais en tout cas, voilà. Moi, ça me paraît une plante intéressante. Qui t'affectionne et qui est liée à ce lieu aussi. Ouais. Super, ok, merci. Et la dernière question, c'est un mot pour les générations futures. L'histoire. Intéressez-vous à l'histoire. L'histoire, c'est pas seulement comprendre comment ça marchait avant, c'est comprendre pourquoi ça marche comme ça maintenant. Et potentiellement, ça peut donner des idées pour comment marcher plus tard. Pour moi, ça, c'est vraiment intéressant. Je parlais de l'agriculture, mais ça pourrait être pour plein de choses. Pareil, géopolitique, économie. Intéressez-vous à l'histoire. Et soyez ouverts, en fait. C'est-à-dire que faites ce que vous voulez. Intéressez-vous à plusieurs choses différentes, quoi. Mais l'histoire, vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde actuel, en fait. Et potentiellement, comment imaginer le monde de demain. Voilà. Et puis une deuxième, quand même, remettez tout en question. Voilà. Suivez pas les autres. S'il y a quelque chose que tout le monde a l'air à fond dedans, faites autre chose. C'est qu'il y a un loup. Donc remettez tout en question. Voilà.
Super. Mathieu Foudral, merci beaucoup. Merci à C'est toi. super.